Merci. Tout d'abord, merci d'être là, bien sûr, et merci à Sylvie Canafort de m'avoir invité à venir dire quelques mots lors de cette journée dont je ne doute pas qu'elle sera riche et stimulante. En tout cas, c'est rien que j'en attends. Parce que le temps est compté, et comme moi, vous avez sans doute hâte d'entendre les travaux de l'équipe de l'IME Saint-Réal. Je voudrais brièvement revenir sur ce qui m'a conduit à intituler cette courte communication, qui n'apparaît pas derrière moi, le processus d'inclusion scolaire, une illusion nécessaire. Alors, dans le peu de temps qui m'est imparti, je voudrais essayer de développer, même si sans doute ça sera insuffisant. Je suis anthropologue, et les questions qui animent ma volonté de comprendre depuis maintenant quelques années m'ont conduit à interroger ce que l'on nomme inclusion scolaire, éducation inclusive, paradigme inclusif, et plus largement sur tout ce qui a trait à la scolarisation des élèves dits handicapés ou en situation de handicap, ainsi qu'il convient de le dire à présent. Je n'aurai pas le temps aujourd'hui, mais je pourrais aussi porter un regard critique sur cette nouvelle dénomination, et notamment sur ceux qui sont dits handicapés mentaux ou présentant des troubles des fonctions cognitives, pour reprendre les termes utilisés dans l'éducation nationale. Voilà, c'est ce dont je voudrais vous parler aujourd'hui, donc j'essaie de contextualiser et de ne pas inscrire mon discours dans quelque chose d'extrêmement général. J'essaie ainsi de comprendre les effets et les usages de la politique publique d'inclusion scolaire en train de se faire en tant que processus. Sur celles et ceux qui en sont la cible, l'inclusion scolaire est en effet, je crois, bien plus un processus sans cesse à réinterroger qu'un état qu'il s'agirait d'atteindre une fois pour toutes. On pourrait bien entendu en discuter. Lequel processus se situe à la croisée des tensions entre les discours qui le prennent comme objet et les conditions concrètes de son accomplissement. Alors ma démarche, qualifiée d'ethnographique, m'a conduit à m'immerger pendant 3 ans dans un lycée professionnel disposant d'un dispositif Ulysse permettant à des élèves d'être inclus, comme on le dit sur le terrain. Donc, au plus près des expériences ordinaires de ces adolescents et jeunes adultes dits handicapés mentaux, je me suis attaché à examiner le processus inclusif d'un point de vue qualitatif, en interrogeant ces jeunes sur leur expérience et leur vécu de l'inclusion scolaire. Dans la politique d'inclusion, et avant elle, celle dite d'intégration, ont indéniablement eu des effets bénéfiques sur le nombre d'élèves reconnus en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire, dans le primaire, mais aussi et surtout dans le secondaire. Sur plan quantitatif, les chiffres en attestent, et difficilement contestables. Il a plus que doublé depuis 2006. En 2016-2017, on comptait plus de 300 000 élèves, toutes situations de handicap confondues, qui sont scolarisés en milieu ordinaire. Toutefois, si dénombrer est indispensable, cela ne dit rien, me semble-t-il, de l'expérience scolaire de ces élèves. Si l'on peut en effet constater une augmentation significative des élèves reconnus en situation de handicap à l'école, et plus particulièrement dans le second degré, en même temps, depuis 2011, les travaux de la DEP et de la DRES, 2 institutions de statistiques, font le constat récurrent suivant. Je cite, « Les élèves porteurs de troubles intellectuels rencontrent le plus de difficultés à suivre un cursus ordinaire. » J'attire votre attention, petite parenthèse, sur la manière de dénommer ces élèves. J'ai parlé de troubles des fonctions cognitives pour l'éducation nationale, de handicap mental pour ce qui concerne l'OMS, et les instituts statistiques parlent de troubles intellectuels. Donc il y a ce constat qui est récurrent. En outre, donc on peut dire, si le plafond de verre qui bloquait cette mobilité ascendante des élèves désignés handicapés mentaux vers les premiers et second degrés s'est incontestablement brisé, la question qui semble à présent se poser est celle des conditions de leur scolarisation dans les établissements au sein desquels ils ont désormais accès. Donc le processus d'inclusion, je crois qu'on l'a compris, ne va pas de soi et n'est en rien performatif. C'est fort de ce constat que je me suis attaché à examiner conjointement, d'une part, l'école inclusive en train de se faire et les conditions concrètes de son application à travers un dispositif Ulysse d'un lycée professionnel, et d'autre part, les conséquences de cette dynamique sur l'expérience des élèves dans ses dimensions existentielles et identitaires. Quel sens donnent-ils à leur scolarité? Quel rapport ont-ils à l'institution? Comment s'y adaptent-ils ou s'y opposent-ils? Parce qu'ils s'y opposent. J'ai travaillé dans le cadre de ce qu'on appelle par ailleurs une démarche casuistique, donc en décrivant des situations emblématiques ordinaires,
révélatrice des expériences des élèves et non d'un échantillon représentatif. Donc tout ce que je vais vous dire cet après-midi n'a pas vocation à avoir une portée générale, ça pourrait être une autre question, mais en tout cas, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon anthropologique une monographie. Je suis donc parti du point de vue des élèves désignés handicapés mentaux, démarche qui procède d'un double refus, et ça je crois que c'est important de le souligner, celui d'une coupure épistémologique selon laquelle les élèves seraient nécessairement aveugles au sens profond de leur expérience, qui plus est lorsque ces derniers sont dits handicapés mentaux. Ce sont des élèves à qui on demande très peu leur avis, et très peu leur point de vue. Deuxième coupure, deuxième refus, celui d'un subjectivisme radical selon lequel leurs actions seraient totalement transparentes. Ce n'est pas parce qu'on leur demande leur avis et leur point de vue qu'on doit prendre pour argent comptant non plus ce point de vue, pas plus que d'autres personnes parmi ceux qui sont ici aujourd'hui, leurs actions ne sont pas plus transparentes que pour ces élèves-là. Donc, c'est à travers ce double refus que j'ai fait le choix de partir du point de vue de ces élèves. Par ailleurs, et pour être à peu près clair sur ma manière de procéder, j'ai considéré, en allant sur le terrain, que le paradigme d'inclusion était trop massif et englobant pour saisir les effets de réel sur les élèves rattachés au dispositif. J'ai donc appréhendé ce paradigme d'inclusion selon 3 dimensions que je vais citer rapidement et expliciter également assez brièvement. Donc je reconnais 3 dimensions pour essayer justement de sortir d'une approche qui serait globale et qui permettrait difficilement de regarder ce paradigme. Donc je reconnais une première dimension, celle que je nomme la dimension physique. C'est, il faut le rappeler, la dimension élémentaire mais non suffisante pour parler d'inclusion. Elle concerne l'accès des élèves dits handicapés mentaux à l'école sans rupture. C'est ce qu'on appelle désormais l'égalité d'accès. Alors ça paraît complètement anodin de parler de ça, mais il faut savoir qu'avant la loi de 2005, la dimension physique n'était pas remplie puisqu'il n'y avait pas d'obligation. Donc c'est quand même une dimension élémentaire mais non suffisante. La deuxième dimension que je reconnais à ce paradigme d'inclusion, parce que la proximité physique n'implique pas de facto ce que Goffman appelait les contacts mixtes, cette deuxième dimension est la dimension sociale, qui questionne la manière d'être à soi et aux autres dans la situation où les élèves sont rattachés à un dispositif pour l'inclusion et reconnus handicapés. C'est tout ce qui concerne la dimension sociale de cette inclusion. Enfin, la dimension que j'ai nommée épistémique, cette dernière dimension concerne l'appropriation des objets de connaissance et l'accès aux apprentissages. En gros, c'est ce qui participe aux conditions de possibilité et d'appropriation du savoir sous l'angle particulier qu'implique le fait d'être attaché à un dispositif Ulysse. Ainsi, la dimension physique est un moyen nécessaire, est un moyen nécessaire mais non suffisant de parvenir à la dimension sociale, la dimension épistémique est quant à elle une condition de la dimension physique et un moyen de parvenir à cette dimension sociale. À présent, je voudrais vous faire part de quelques résultats autour de 4 points qui mériteraient bien sûr d'être plus amplement développés, mais j'essaie de tenir le temps. Le premier point que je voulais développer, c'est parmi l'ensemble des élèves que j'ai côtoyés, que j'ai pu interroger et observer, donc en gros sur 3 ans, une trentaine d'élèves rattachés à un dispositif Ulysse, tous se sont accordés sur le fait, au sortir du collège, que pour eux, le lycée est l'unique horizon. Pour eux, je crois qu'ils l'ont maintenant compris, et pas simplement les parents, pas simplement ceux qui les accompagnent, l'ensemble des élèves considèrent le lycée comme une continuité logique après l'Ulysse collège. Un élève me disait, le lycée, un point c'est tout. Donc ça, je pense que c'est important de prendre en compte aussi du fait que ces dispositifs sont intégrés par les élèves et que le lycée est quand même très apprécié, en tout cas favorisé par ses élèves. C'est aussi, et il ne faut pas l'oublier, des élèves me l'ont dit, l'ont exprimé, j'ai un certain nombre d'entretiens qui le disent, c'est une alternative au milieu spécialisé. Mais attention, je sais qu'il y a ici des gens qui travaillent en milieu spécialisé. Si c'est une alternative au milieu spécialisé, c'est indépendamment de ce qui se fait dans les établissements spécialisés. Et pour des raisons que je n'aurai pas le temps de développer ici, on souhaite cette alternative, les élèves souhaitent cette alternative
sans forcément connaître ce qu'est le milieu spécialisé, mais en tout cas, ils en ont, comme beaucoup, et pas seulement eux, une représentation qui les incline quand même à plutôt se tourner vers le lycée. Donc si je précise que c'est vécu comme une alternative, on est bien d'accord, c'est pas pour dire que le milieu spécialisé ferait moins bien son travail. Le deuxième point que je voudrais aborder, donc après ce premier point, c'est celui que j'ai nommé la lutte des places. Il est indéniable que nous sommes dans un contexte qui est dominé par une logique de l'attribution des places face à une demande croissante de scolarisation, notamment dans le secondaire. Et ce que j'ai pu remarquer, c'est qu'on demande de plus en plus à des élèves comme étant reconnus les plus en difficulté scolaire de prendre des décisions que les autres élèves qui ne sont pas eux-mêmes en difficulté scolaire seraient bien incapables de prendre, notamment dès le collège, de s'inscrire dans un projet professionnel. C'est une dimension parmi d'autres. En tout cas, c'est une dimension qui est importante. Il y a ce contexte de lutte des places, c'est que je me suis aperçu dans le contexte que j'ai investigué que les élèves du LIS, du fait de l'inclusion, rentraient en concurrence avec des élèves qui sont dans un autre dispositif, qui est celui de la SECPA, section d'enseignement général et professionnel adapté. Et ces élèves, je le redis et je ne le redirai plus dans le contexte que j'ai observé, se retrouvent en concurrence, notamment pour des dispositifs qu'on retrouve en lycée professionnel, qu'on appelle vulgairement, et a priori ça n'a pas de... ça a une autre appellation, ce qu'on appelle les CAP réservés. Les CAP réservés, ce sont des dispositifs de CAP qui sont réservés à un type de public. En particulier, notamment les élèves de SECPA et les élèves du LIS. J'ai pris conscience de cette chose, et surtout ce dont je me suis aperçu, c'est qu'une fois de plus, nous étions confrontés à une injonction paradoxale. Il faut savoir que dans les lycées, chaque proviseur, s'il y en a ici, je pense qu'ils ne contrediront pas, sont appelés régulièrement dans les rectorats pour avoir ce qu'on appelle des contrôles de gestion. En tout cas, on leur demande de rendre des comptes sur les résultats aux examens. Eh bien, l'enquête que j'ai menée dans le lycée dans lequel j'ai fait ce travail, l'injonction paradoxale est la suivante. On demande de plus en plus aux proviseurs et donc aux enseignants qui font tourner cette machine-là, d'avoir un maximum de réussite à ces diplômes, quasiment 100% de réussite. Vous comprenez l'injonction paradoxale, c'est-à-dire que des élèves sont scolarisés dans des dispositifs dont on demande 100% de réussite, alors qu'on sait par ailleurs qu'il sera sans doute extrêmement difficile pour eux de réussir dans ce dispositif. Donc que se passe-t-il? Des phénomènes de sélection inattendus, c'est-à-dire que les élèves dont on pouvait penser qu'ils allaient entrer de facto après le collège en Ulysse-lycée, eh bien on préfère ceux, et les réunions auxquelles j'ai assisté, bien sûr, ce sont des réunions en coulisses, pas des réunions institutionnelles, où on laisse entendre qu'au collège, il serait bien que les élèves d'Ulysse qui sortent du collège et qui prétendent vouloir venir au lycée soient des élèves qui sont en mesure de réussir le CAP. Donc vous imaginez, je ne le développe pas, ce que ça peut engendrer en termes de sélection. J'en viens au point suivant, et vraiment il faut que j'accélère. Le point suivant concerne le fait d'être rattaché à un dispositif Ulysse. Qu'on le veuille ou non, en tout cas c'est ce que j'ai pu repérer dans mon enquête, être rattaché à un dispositif Ulysse reste une épreuve pour l'identité. L'Ulysse, comme de nombreux dispositifs, reste des dispositifs stigmates. Je reprends les termes de Goffman. En gros, les élèves reconnaissent pleinement par ailleurs les côtés bénéfiques de l'Ulysse. Dans le même temps, ils critiquent fortement ce que ce rattachement implique en termes d'assignation, d'imposition d'une identité dont ils sont captifs, celle d'être ceux qui sont désignés handicapés mentaux. Donc ce n'est pas du tout le dispositif qu'ils critiquent, mais les représentations et les stéréotypes qui lui sont attachés. Quatrième point, et j'essaie d'aller très vite, c'est quelque chose qui est extrêmement classique, et notamment pour ceux qui connaissent ce type de dispositif, c'est la difficulté de vivre une scolarité partagée. Les élèves sont sans cesse entre la classe d'inclusion, le dispositif Ulysse, et aussi les accompagnements éducatifs, rééducatifs et thérapeutiques. C'est un phénomène que j'ai nommé entre présence et absence. Donc en gros, ils vivent une ubiquité impossible entre différents lieux. Un enseignant m'a même dit « je suis face à des élèves fantômes ». Ils ne sont jamais là quand ils devraient être là, et donc ils ne peuvent pas être à plusieurs endroits au même moment. Et ceci engendre des phénomènes particuliers, notamment de rupture de cadre. Un élève me dit « je ne veux plus aller dans ma classe d'exclusion ».
Donc la coordinatrice du dispositif lui dit « mais ce n'est pas ta classe d'exclusion, c'est bien ta classe d'inclusion ». Donc il lui dit « oui, mais en fait, moi je me sens complètement exclu ». C'est non pas qu'il était maltraité dans sa classe, il ne s'agit pas de jeter l'opprobre sur les enseignants ou ceux qui l'accompagnent, c'est simplement dès qu'il allait dans sa classe d'exclusion, du fait de ces alternances répétées, eh bien à un moment donné, il se sentit noyé et perdu dans cette classe, et ce qui le faisait dire qu'il était dans cette classe d'exclusion. Donc il y a en effet des ruptures de cadre entre les différents dispositifs. J'en viens à ma conclusion. Très rapidement, donc si on peut au moins être d'accord sur le fait que les lois du 11 février 2005 et du 9 juillet 2013 ont indéniablement contribué à poursuivre la brèche ouverte dans l'espace social par les politiques d'intégration qui les ont précédées, mais sans doute l'inclusion des jeunes dont je viens de vous parler est celle d'une illusion au sens où le processus majeur d'inclusion des élèves reste celui de l'assimilation normalisatrice. C'est ça qui me fait dire qu'on peut parler d'inclusion, certes, mais que ça reste une illusion au sens où l'on tient pour vrai ce qui ne l'est pas. Le processus majeur, je le répète, dans ce que j'ai pu observer, reste celui de l'assimilation normalisatrice, c'est-à-dire d'essayer de rentrer dans la norme. Toutefois, je crois que le processus d'inclusion n'en est qu'à ses débuts quant à sa mise en acte, et il serait trop simple de refuser l'inclusion en tant qu'avancée sociale en prétextant, selon les 3 figures rhétoriques réactionnaires décrites par l'économiste Alfred Otto Hirschman. La première est la suivante, que le remède sera pire que le mal. C'est ce qu'il nomme l'effet pervers. Que tout cela ne sert à rien, que ce changement de politique et social est inutile, car les politiques publiques sont incapables de modifier quoi que ce soit. C'est ce qu'il nomme la figure de l'inanité. Enfin, que les réformes sont à proscrire parce qu'elles compromettraient des acquis précieux et obtenus à grand-peine. C'est ce qu'il appelle la figure de la mise en péril. Je crois qu'on doit se prémunir de ces figures réactionnaires, et Hirschman invite à se déprendre et s'affranchir de ces figures rhétoriques comme autant de prisons de la pensée. Enfin, j'en viens à conclure, et je conclurai sur une citation de Georges Perec, qui rappelle que vivre, c'est passer d'un espace à un autre en essayant le plus possible de ne pas se cogner. Je n'ai pas de doute sur le fait que les travaux qui vont suivre permettent à celles et ceux qui, au centre du processus d'inclusion, de ne plus se cogner contre les murs qui les ont longtemps tenus à l'écart. Restons toutefois vigilants sur les murs qui peuvent rapidement s'ériger là où on ne les attendait pas. Je vous remercie.